Le titre de ce journal, début des examens scolaires à grand tirage ce 14 juillet. Le top départ donné par les candidats du CEP, du BEPC, du BEP et du CAP. Nous vous emmènerons dans plusieurs centres de composition où vous entendrez la réaction de certains candidats et où vous verrez également si les mesures barrières ont été respectées. Deuxième session ordinaire du conseil municipal de Ouagadougou, une session avec une sécurité renforcée pour éviter les débordements de la précédente. Dans le fond, la gestion du budget 2019 de la commune a été passée au peigne fin. Tous les détails dans ce 19h30. Et puis, le président du FASO passe le flambeau à la jeune génération dans la lutte contre les mutilations génitales féminines. Une autre étape pour donner un nouveau souffle dans le combat contre ces fléaux. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue à ce journal. Ils sont plus de 446 000 et plus de 317 000 candidats à affronter respectivement les épreuves du CEP et du BEPC ce 14 juillet, dans un contexte marqué particulièrement par l'impact de la COVID-19 sur le déroulement des cours. On se demande comment ces élèves ont-ils affronté ce premier jour de composition. Eh bien, vous allez entendre certains d'entre eux s'exprimer dans des centres d'examen où le maire de Ouagadougou s'est rendu pour encourager les candidats. Abdulaziz Assari. Ils sont au total 440 candidats repartis dans 9 salles à composer à l'école primaire Tampuy-E pour le compte du certificat d'études primaires, session juillet 2020. Bon, les élèves, ils sont tous venus à l'heure, dès 6 heures, tout le monde était là. Et les surveillants également, ils sont venus à l'heure et chacun s'est activé à la tâche qui lui est recommandée. Sujet. Quel métier aimerais-tu exercer quand tu seras grand? Donne les raisons de ton choix. Donc, bonne chance à toutes et à tous. Après la première preuve portée sur la rédaction, quelques candidats se disent satisfaits de cette composition. Un peu facile. C'était un peu facile. On avait donné ça comme devoir de maison. Je me suis rappelé ce que j'avais fait à la maison, donc j'ai pu. Au lycée municipal Signoguin, c'est la dictée qui a été l'épreuve d'entrée pour les candidats au BEPC. Ils sont 412 candidats repartis dans 8 salles de composition. Pour le maire de la commune de Ouagadougou, toutes les dispositions ont été prises en amont pour que ces examens se déroulent dans de bonnes conditions. Et les classes sont pleines d'élèves et les épreuves sont arrivées à la bonne heure. Les encadreurs sont là, les enseignants sont là. Et toutes les mesures barrières également contre le Covid ont été prises. Donc nous pouvons nous réjouir en tout cas des conditions dans lesquelles se passent ces examens-là. Arma Pierre Bewende lance un appel aux candidats et aux parents pour que le maître mot demeure la sérénité. Le message, c'est un message d'encouragement et les souhaiter beaucoup de chance et du bon travail pour que leur effort soit sanctionné par le diplôme pour lequel ils ont mis tant d'efforts. Au plan national, ils sont 446 138 candidats au CEP, session 2020, contre 419 260 à la session 2019, soit un taux d'accroissement de 6,41%, reparti sur 1965 centres de composition. Au brevet d'études du premier cycle BEPC, ils sont 317 995 candidats contre 301 823 à la session 2019. Soit un taux d'accroissement de 5,36%, reparti sur 1460 centres de composition. Je vous le disais, ces examens de fin d'année se déroulent dans un contexte singulier, marqué notamment par la pandémie de la COVID-19. La situation a suscité des appréhensions chez certains candidats, chez des parents d'élèves aussi, mais également au niveau du personnel administratif. Le gouvernement, lui, a rassuré sur les mesures prises, précisément le respect des mesures barrières. Question, ont-elles été respectées? Eh bien, nos équipes se sont rendues dans plusieurs centres de composition. Le constat
de Majid Bakoua. Au coup de sirène, les derniers candidats de ce centre rejoignent leur salle de composition. Nous sommes ici au lycée professionnel régional du centre. Il est 10 heures, la deuxième épreuve de cette matinée est lancée. Certains candidats composent pour le brevet d'études professionnelles BEP et d'autres pour le certificat d'aptitude professionnelle CAP dans un contexte particulier. Chacun de nous doit apprendre à vivre avec. Donc ça veut dire qu'il y a des comportements qu'il faut qu'on ait à tout moment, à tout lieu et à tout instant. Le port du masque, ça veut dire qu'il a été décrété. Donc c'est une obligation. La Covid-19 n'empêche pas le bon déroulement de ces examens, selon le premier responsable du centre. Au lycée Philippe Zenda Kabore et à l'école primaire publique Paspanga B, le constat est le même. Tout se passe bien. Les candidats affûtent leurs armes dans le strict respect des mesures barrières. Seule la distanciation physique est foulée au pied dans ces différents centres. Vous voyez la disposition des tableaux bancs, parce que si on devait le faire, il faudrait peut-être par salle disposer un minimum de 15 à 20 candidats. Chose qui ne sera pas du tout aisée vu donc, le nombre de salles de classe que nous disposons. La crise n'impacte pas négativement le bon déroulement des activités, en ce sens que nous disposons dans chaque secrétariat des lave-mains, des gels hydroalcooliques. Et chacun a un cache-nez qu'il porte. On en est de même au niveau des élèves. Donc, le dispositif est mis en place pour assurer la sécurité sanitaire des candidats. Pour les candidats, le climat de la Covid-19 n'a aucun impact sur leur concentration. Non, actuellement, moi je n'ai pas peur. Le coronavirus, en fait, il ne peut pas me faire peur, en fait, parce que je sais, en fait, ce qui je compte. J'ai appris mes leçons durant les 2 mois de congé que nous avons eu. Donc, je suis confiant. Je sais que ça va aller. Nous avons eu du temps à préparer ça, donc nous avons droit à réussir à ça aussi. Les épreuves écrites pour le compte des examens du CEP et du BPC édition 2020 prennent fin le jeudi 16 juillet pour laisser place aux épreuves orales et sportives. Et maintenant, cette question, y aurait-il eu des tentatives d'inscription de personnes étrangères sur les listes électorales? C'est le soupçon que fait peser le président du CDP sur le processus d'enrôlement déjà achevé. Edi Komboyugo l'a évoqué au cours d'une visite dans un centre d'enrôlement. Le sujet a fait partie, entre autres, des questions abordées par le CEFOP au cours de son hebdomadaire conférence de presse ce mardi. Le compte rendu d'Archimède Boy. Lors de sa récente tournée à Bobo-Dioulasso pour s'imprégner des réalités de l'enrôlement biométrique, le président du Congrès pour la démocratie et le progrès, Edi Komboyugo, accusait certains partis de la majorité présidentielle de faire inscrire des non-nationaux sur le fichier électoral. Ce qui nous est revenu, que certains partis de la majorité ont fait venir des non-nationaux pour faire confectionner des cartes d'identité et se faire enrôler. Cette situation inquiète le chef de file de l'opposition politique. Il l'a exprimé ce mardi 14 juillet au cours de son point de presse hebdomadaire. Cette accusation vient conforter le CEFOP dans sa logique de demande d'un audit du fichier électoral. Tout cela permet une fois de plus l'opposition qu'il faut un audit international et indépendant du fichier électoral afin de lever tout doute concernant l'intégrité du fichier. Aux dernières nouvelles, l'opposition et la majorité sont toutes d'accord pour cet audit international et indépendant. L'auditeur sera choisi de manière consensuelle par le dialogue politique, une fois que la CENI aura fini l'enrôlement et avant qu'on aille aux élections. L'ONG Human Rights Watch, dans son rapport publié il y a une semaine, accuse des éléments des forces de défense et de sécurité burkinabé engagés dans la lutte contre le terrorisme d'avoir porté atteinte aux droits humains dans la province du Soum. Pour l'opposition politique, ces accusations sont récurrentes. Elles nécessitent donc une enquête en vue de la manifestation de la vérité. Pour l'opposition politique, toute la lumière doit être faite sur ces accusations. L'opposition encourage donc le FDS à respecter la vie des citoyens et les droits humains dans la lutte contre le terrorisme
se conformant aux textes internationaux auxquels notre pays souscrit. Les élèves entament depuis ce 14 juillet les examens du CEP et du BEPC. Et le CEFOP déplore que le plan de riposte pour la continuité éducative du ministère en charge de l'Éducation nationale n'indique pas clairement, selon lui, le sort des élèves déplacés internes et ceux en classe d'examen dont les cours ont été fortement perturbés par les attaques terroristes. Tout autre chose, même si certains conseillers municipaux ont brillé à cette réunion par leur absence, le quorum était atteint et la deuxième session ordinaire du conseil municipal de la commune de Ouagadougou a examiné l'exécution du budget annuel 2019 de la capitale. Les détails avec Rémi Lambert-Nébier, présent à Jean-Pierre Guingané, où l'atmosphère était plutôt calme comparée à la session précédente. Pour cette deuxième session ordinaire du conseil municipal de la commune de Ouagadougou, les dispositions semblaient avoir été prises pour éviter les tensions connues le 22 juin dernier lors de la première session. Présence policière et même de garde du corps. La salle était à un niveau de sécurisation maximal. Était inscrit à l'ordre du jour de cette session l'examen et l'adoption du procès verbal de la première session. La session du jour est boycottée par un certain nombre de conseillers municipaux, mais 138 d'entre eux sont présents et 5 autres sont représentés par procuration. Le quorum est atteint et le procès verbal de la première session est adopté à l'unanimité. Autre point inscrit à l'ordre du jour de cette session, la présentation du rapport spécial 2019 du maire. Un rapport qui, entre autres, a livré en détail l'exécution du budget de la commune de Ouagadougou. L'exécution du budget de la commune de Ouaga, précédemment arrêté à 79 milliards 279 millions 613 604 se présente comme suit. Au niveau des recouvrements, 16 milliards 512 millions CFA, soit un taux de 20,1% sur la masse budgétaire et 65,29% par rapport aux ressources propres, hormis les reports. Concernant les subventions extérieures, elles s'élèvent à 33 milliards 841 millions. Jusqu'à ce jour, la commune a comptabilisé la somme de 20 millions 50 000 qui concerne le fonds décaissé par le PPDCT. Durant l'année 2019, la commune a supporté une charge salariale de plus de 5 milliards de francs CFA pour 1925 travailleurs et a servi 294 millions de francs CFA d'indemnité aux élus municipaux. La commune s'est également préoccupée de l'assainissement de la ville de Ouagadougou. Nous avons pu éliminer 48 décharges non contrôlées, curées au total, avec l'accompagnement des arrondissements bien sûr, 441 000 mètres linéaires de caniveaux. Dans le secteur éducatif, la commune de Ouagadougou a assuré la tutelle de plusieurs écoles et lycées municipaux en s'acquittant des charges qui lui sont dévolues par le processus du transfert des compétences voulu par la décentralisation. 16 lycées municipaux et 267 écoles primaires, sous la responsabilité de la commune, bien sûr. 19 circonscriptions d'éducation de base de la commune ont bénéficié de fournitures scolaires d'un montant total de 1,73 737 506 francs CFA. La police municipale est aussi sous la tutelle de la commune. Depuis plusieurs mois, les questions de gestion de leur plan de carrière ont conduit les policiers municipaux à décréter des mouvements d'humeur. Ils sont dans l'illégalité la plus totale parce que le mouvement d'humeur a été constaté comme étant un mouvement illégal. Donc nous sommes en discussion avec eux pour les appeler à la raison et j'espère que très bientôt on trouvera ensemble une solution pour qu'ils puissent reprendre le boulot. Parce qu'il n'est pas concevable que 550 personnes qui sont payées grâce aux impôts que les Ouagavillois versent et refusent pendant un mois de travailler au motif qu'ils ont des revendications
structurels qui n'arrivent pas à être réglés. Durant l'année 2019, la commune de Ouagadougou a effectué 53 missions hors du pays pour entretenir des relations de coopération avec des villes sœurs. Des missions au cours desquelles elle a pu acquérir du matériel octroyé par la métropole de Lyon et dont l'acceptation était inscrite à l'ordre du jour de cette session ordinaire. Au chapitre santé de ce journal, la lutte contre les mutilations génitales féminines passe à une autre étape avec une implication plus accrue de la jeune génération, le symbole d'un nouveau souffle, un changement de cap matérialisé ce mardi par un passage de flambeau entre le chef de l'État et la jeunesse burkinabé. Luc Pabelgem. Ce fanion qui passe des mains du président du Faso à celle de ce jeune traduit un passage de témoin entre générations. Désormais, c'est à la nouvelle génération qu'il incombe de tenir le flambeau de la lutte contre les mutilations génitales féminines au Burkina Faso. L'engagement avait été pris en fin juin à la faveur de la 17e journée internationale de la tolérance zéro aux mutilations génitales féminines et de la 20e journée nationale de lutte contre la pratique de l'excision. Mais ce jour, les jeunes ont pu le faire devant le chef de l'État. Considérant la pratique de mutilations génitales féminines comme une violation des droits fondamentaux des enfants et des jeunes, une atteinte à leur dignité, à leur intégrité physique et psychologique. Nous avons prévu d'organiser davantage de cadres d'échange pour que ça soit un dialogue constructif pour aboutir à un résultat, c'est-à-dire rencontrer la population, connaître leur mentalité, maintenant adopter des méthodes qui vont les amener à changer de comportement, à se rallier avec nous pour qu'on puisse vaincre l'excision. Rochma Christian Kaboré a été désigné par ses pairs et sous l'égide de l'Union africaine, champion d'Afrique de la lutte contre les mutilations génitales féminines. C'est en qualité donc de champion qu'il prodigue des conseils à la relève. En plaçant les jeunes au centre de la lutte contre l'excision, au centre de la lutte contre les mutilations génitales féminines, nous faisons un engagement sur la durée. Parce que le travail que les jeunes vont effectuer, que ce soit vis-à-vis de leurs pères jeunes, que ce soit vis-à-vis de leurs parents, que ce soit vis-à-vis, je dirais, des autorités coutumières et religieuses, ce qui est important pour nous, c'est que ces générations de jeunes vont marquer la rupture entre l'ancienne génération et la nouvelle qui est montante et va marquer également dans le même temps une évolution progressive et beaucoup plus décisive de la lutte contre, je dirais, l'excision dans notre pays. En 30 ans de lutte contre l'excision au Burkina Faso, du chemin a été parcouru. L'implication de tous a pu freiner le phénomène, mais pas à l'éradiquer totalement. Voilà pourquoi le thème 30 ans de lutte contre les mutilations génitales féminines au Burkina Faso, quelle perspective avec la nouvelle génération, a été retenu. Les jeunes ont maintenant la lourde tâche de nous amener à un Burkina Faso sans excision d'ici 2030. Une mission certes difficile, mais pas impossible s'il s'appuie sur les acquis des dévanciers. La sensibilisation continue dans la lutte contre la Covid-19. Le Conseil national de l'économie informelle monte au créneau en attirant l'attention des femmes des marchés EYAR sur le respect des mesures barrières. Juliette Tougri, Madina Sienou. En avant-ligne pour la réouverture des marchés EYAR il y a quelques semaines, le Conseil national de l'économie informelle est toujours à pied d'œuvre pour transformer les marchés EYAR en des lieux exemples de tout risque de contamination à la Covid-19. Les femmes de 121 marchés de la capitale sont réunies par la fêtière des associations du secteur informel pour une sensibilisation sur le respect des gestes édictés par le ministère de la Santé. On ne doit pas baisser les bras. Et il faut qu'on lutte plus et il faut que les gens sachent toujours que le mal est toujours là et on doit lutter ensemble puisque ça part. Il faut que les gens sachent que le coronavirus est là, mais nous devons travailler avec le coronavirus, mais nous devons travailler pour limiter les risques de contamination. Toute personne doit respecter les mesures de distanciation, porter les cache-nez, laver les mains, ne vous salissez pas. Et si vous allez toucher, vous n'avez qu'à toucher au coude de cour.
des trucs comme ça. Et ce que le ministère de la Santé a dit, il faut qu'on respecte ça à la lettre, ce qui peut nous sauver. Ces femmes sensibilisées seront des relais dans leurs marchés EIA respectifs. En guise d'accompagnement, le CNEI a remis 5000 cache-nez à distribuer dans ces différents marchés. L'impact de la crise sanitaire se fait toujours ressentir sur les revenus des acteurs du secteur informel. 15 tonnes de riz ont donc été distribuées aux plus démunis de ces 121 marchés. Ces actions de sensibilisation et de solidarité, le Conseil national de l'économie informelle compte les mener dans toutes les autres provinces du pays. Le conseil municipal de l'arrondissement 2, lui aussi, se dresse contre la propagation de la Covid-19. Il dote plusieurs structures de la commune de matériel de promotion des mesures barrières. Le compte rendu de Luc Papelgem. La Covid-19 sévit toujours au Burkina Faso et à l'arrondissement 2, il n'est pas question de baisser la garde. C'est le sens donné au geste de ce 13 juillet 2020. Du matériel composé de lave-mains, de savon, de gel hydroalcoolique et de cache-nez de près de 10 millions de francs CFA a été offert aux différentes structures de l'arrondissement 2. Nous avons décidé, au niveau du conseil municipal, de venir en soutien à pas mal de structures de notre arrondissement dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Donc, c'est des dons qui vont à l'adresse des communautés religieuses, les mosquées, les temples, les paroisses, à l'adresse de toutes les écoles de notre arrondissement, et à l'adresse également des forces de défense et de sécurité, la gendarmerie, la police, ainsi que toutes les autres structures. Ces dispositifs là vont aller tout de suite, même aujourd'hui même, sur les sites, puisque toutes les écoles sont représentées ici, et chaque école va enlever directement son matériel pour amener. Donc dès ce soir, ça sera disponible au niveau des établissements. Pour les établissements du ressort territorial de l'arrondissement 2, ce geste tombe à point nommé. Recevoir des kits d'hygiène la veille des examens ne peut qu'augurer de bons résultats pour les candidats. Oh, ce geste-là, nous n'avons même pas de mots pour exprimer ce que le maire a fait, parce que ce geste est réellement réconfortant, car il vient à point nommé. Rien qu'avant-hier, le samedi, on se demandait comment on allait faire pour que notre examen se déroule bien, surtout dans l'hygiène. Et voilà que le maire choisit, en tout cas décide de nous offrir des lave-mains, des gels hydroalcooliques et puis du savon. Donc ça vient à point nommé. Nous en avions réellement besoin parce que nos enfants ne pouvaient pas aller dans les centres d'examen sans un minimum de précaution. À ce jour, le Burkina Faso compte autour de 115 cas actifs de personnes atteintes de Covid-19. À défaut de traitement et de vaccins adéquats contre la maladie, les populations sont contraintes de vivre avec en continuant d'observer les mesures barrières. Venons-en maintenant à cette signature de convention entre le DSIE et le groupe Human Project. Objectif, aider les étudiants dans la recherche du premier emploi une fois les études terminées. Céline Tiemtori, Madinacino. Ils ont décidé de marcher ensemble pendant 3 ans. Eux, ce sont l'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement DSIE et Human Project Group. Une union matérialisée par cette signature qui vise à accompagner les jeunes de DSIE dans la quête de leur emploi. DSIE, c'est un partenaire avec lequel nous, on a collaboré sur les aspects de techniques de recherche d'emploi. On s'est dit pourquoi pas ne pas les approcher pour déjà voir dans quelle mesure on peut aider ces jeunes-là dans divers domaines, à savoir dans les techniques de recherche d'emploi et aussi à faire le bilan de leurs compétences ainsi que les aider dans leur orientation professionnelle. Voilà, donc c'est dans ce cadre-là que nous nous sommes dit que ce serait bien d'aller à la base pour pouvoir prendre ces jeunes-là, déjà les former, les accompagner dans leur choix d'orientation, mais également aussi leur donner les outils nécessaires pour qu'ils puissent mieux se comporter en situation d'emploi, pour qu'ils puissent mieux se fournir de bons CV, de bonnes lettres de motivation, et tout ce qui est technique de recherche d'emploi, afin qu'ils puissent être efficaces pour favoriser en fait l'insertion dans la vie professionnelle. Ce partenariat prend en compte 20 étudiants. Ils seront outillés dans plusieurs domaines. Pour ce qui concerne le bilan de compétences, on escompte avoir 8000 alumni qu'on va accompagner et puis les accompagner aussi en termes de formation et de coaching individuel.
Et pour ce qui concerne la formation en technique de recherche d'emploi, cela va se faire ici au niveau du 2IE et on compte limiter en fait le nombre à 20 personnes. Pour le directeur général de 2IE, cette convention répond à leurs préoccupations. La convention que nous venons de signer avec Human Project rentre en droite ligne avec nos préoccupations majeures que sont la gestion des ressources humaines aussi bien en interne qu'à l'externe. Vous savez bien qu'une école de formation a pour ambition et pour finalité de mettre sur le marché du travail ses produits. Les étudiants que nous formons ici sont amenés à s'insérer sur le marché du travail. Human Project nous propose des solutions aussi bien en interne qu'à l'externe. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous sommes ravis, fiers d'avoir ce partenariat et qui va nous permettre d'améliorer le travail que nous faisons, aussi bien pour le personnel que pour les étudiants. Créé en 2009, Human Project Group a pour objectif de soutenir ses partenaires dans l'atteinte de leurs objectifs et ce, à travers l'innovation dans le domaine des ressources humaines. Hors de nos frontières en Côte d'Ivoire, début des obsèques du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, comme vous pouvez le voir sur ces images, au Palais des Sports de Treichville. Les délégations sont venues nombreuses. Vous pouvez voir le président Alassane Ouattara s'incliner devant la dépouille de son ancien Premier ministre. L'inhumation de Amadou Gon Coulibaly aura lieu dans le nord de la Côte d'Ivoire, à Korogo, dans sa ville natale. En France, la fête nationale a été célébrée avec sobriété, coronavirus oblige, un 14 juillet marqué notamment par un hommage particulier au personnel soignant. Épidémie de Covid-19 oblige, c'est une cérémonie au format réduit et sans public qui s'est tenue ce mardi 14 juillet à Paris pour la fête nationale. Pas de défilé des armées sur les Champs-Élysées. Cette année, ce sont les militaires et les civils mobilisés pendant la crise sanitaire qui ont été mis à l'honneur et en premier lieu les soignants. Plusieurs centaines d'entre eux ont été invités à participer à la cérémonie aux côtés d'autres travailleurs en première ligne pendant l'épidémie, caissiers, pompiers ou encore policiers. Un long hommage leur a été rendu au son de la Marseillaise. La cérémonie a également mis en valeur de multiples unités militaires qui ont œuvré à lutter contre le coronavirus sous le parapluie de l'opération Résilience, lancée le 25 mars dernier. 4 pays européens, l'Allemagne, la Suisse, l'Autriche et le Luxembourg étaient aussi symboliquement représentés pour les remercier d'avoir pris en charge dans leurs hôpitaux des dizaines de patients français. Et c'est ici que prend fin ce journal que j'ai pris grand plaisir à vous présenter. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain à 19h30 pour un rendez-vous. Merci de votre fidélité.